troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de notre invité Adam Azeïssi et de nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chango. L'actualité économique à présent, 2017, année de réforme en vue de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Dans son discours de fin d'année, le président Mamadou Issoufou a dressé un bilan de l'année écoulée et établi les perspectives de celle en cours. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba et on en parle juste après. Au cours de l'année 2016, le Niger a enregistré des résultats économiques probants. C'est notamment le cas dans le secteur agricole. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le président Mahamadou Issoufou a mis en place le programme Renaissance avec un volet agricole. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette initiative vise l'autosuffisance alimentaire des populations. La campagne agricole 2016 constitue un autre événement saillant de l'année qui vient de s'écouler. Le gouvernement vient juste d'en procéder à l'évaluation. Il ressort que, tout comme en 2015, le bilan céréalier brut est légèrement excédentaire. Le gouvernement a pris les mesures habituelles en vue d'atteindre l'objectif fin zéro fixé dans le programme de Renaissance Acte 2. En 2016, le gouvernement a engagé plusieurs réformes économiques. Ces efforts ont été récompensés par le classement 2017 de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Le Niger est passé de la 160e place à la 150e place sur 190 pays évalués cette année. Le pays est classé à la 26e place sur les 53 pays africains. Les réformes ayant permis d'atteindre ces résultats comprennent entre autres la réduction du délai et du coût des formalités de création d'entreprise, la suppression de l'obligation de notarier les statuts de société, l'amélioration de l'accès au financement par l'adoption d'une loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit, le renforcement de la protection des actionnaires minoritaires, la suppression de l'exigence d'inspection avant embarquement des produits importés, la création et l'opérationnalisation du tribunal de commerce de Niamey et l'adoption d'un nouveau code de procédure civile qui fixe de meilleurs délais d'exécution des contrats. Le secteur agricole est le principal secteur économique du Niger. L'agriculture occupe plus de la moitié de la population et contribue pour près de 50% au produit intérieur brut. Avec près de 13% du PIB, l'élevage reste sous-exploité. Avec ses 30 millions de têtes de bétail, le Niger possède le quart du cheptel en Afrique de l'Ouest. Le taux de croissance de son économie en 2016 était estimé à 4%. Cependant, les autorités doivent faire face à un taux de fécondité de 7 enfants par femme. Alors Malik, le gouvernement nigérien se vante d'un taux de croissance de 4,1%. Pourtant, le pays est classé parmi les derniers en matière d'indice de développement humain. Cette croissance, finalement, à qui profite-t-elle ? Ben voilà, il y a un problème clair, comme vous faisiez cette analyse-là, 4% de croissance, un classement sur le plan du développement humain qui est très très faible. Donc il y a un problème de répartition des richesses. Il y a une économie qui est tirée par les mines et il y a une économie finalement qui ne profite pas à toute la population. Ce qui est désolant, c'est qu'il faut être dur avec des pays qui ont de vrais potentiels. Et c'est pour ça que ce constat il est assez dur. Vous avez un pays qui a un fort potentiel, et notamment dans l'agropastoralisme et dans ces filières-là. Bien que ces pays sont justement assujettis aux phénomènes climatiques, il faut bien évidemment le prendre en compte. Mais là où il y a les sites miniers, vous avez les infrastructures qu'il faut, les routes, les aménagements pour accéder justement à ces parties riches en mines. Mais là où vous avez les potentiels agricoles, vous n'avez pas forcément les infrastructures qui sont adéquates. Les routes et les autres infrastructures qui sont liées justement à la production agricole. La mécanisation par exemple des terres, il faut en parler. C'est un sujet qu'il faut aborder pour permettre justement à ce pays d'être un pays qui parvienne à l'autosuffisance alimentaire. Et le Niger n'y parvient pas pour l'instant. Donc il faut, je dirais, changer de stratégie. Vous savez, si vous développez l'agriculture dans certaines régions, vous permettez justement une sorte de
je vais emprunter un terme que l'on connaît tous, le bouclier social, c'est-à-dire permettre à ces populations de ne pas être tentées par l'extrémisme, de permettre à cette jeunesse d'avoir un avenir et de ne pas se retrouver dans des rangs qui pourraient les amener vers justement le terrorisme ou d'autres organisations criminelles. Donc développons ces secteurs-là agricoles qui ont beaucoup d'avenir dans les pays africains et ça permettra justement à l'autosuffisance alimentaire, mais ça permettra aussi à cette jeunesse d'avoir un avenir. Alors, Alfred, le gouvernement nigérien planche actuellement sur un programme de développement économique et social, un programme dont la mise en œuvre nécessite une enveloppe de 8 000 milliards de francs CFA. Où trouver le financement? Bon, avec l'effondrement des cours du pétrole, de l'uranium, évidemment, hein, les recettes de l'État ont baissé. Avec la crise de Boko Haram, les échanges avec les pays voisins aussi ont stagné, et donc pas de recettes douanières. Et la chute justement du taux du budget de l'État, il se réjouit à 4% alors qu'ils sont partis de 7 à 4, donc c'est pas ce qui n'est pas terrible. Et donc du coup ça fait défaut au niveau de la répartition. Je pense que aujourd'hui, Mahamadou Issoufou n'a pas trop de solutions. Soit il recourt aux emprunts obligataires comme on l'a fait au Congo-Brazzaville ou ailleurs, soit il recourt aux financeurs internationaux, la Banque mondiale, l'extérieur, le Fonds monétaire, ou alors il recourt à la Banque africaine de développement. En tout cas, il y a des financeurs qui sont là et peut-être ceux-là peuvent accepter de financer, ou alors il hypothèque la future production justement de pétrole parce qu'il table sur une augmentation de la production grâce à la coopération chinoise et hypothéquer une partie de cette production pour obtenir des financements, réaliser justement les financements des projets qu'il veut lancer maintenant. Mais moi je pense qu'en dehors de l'agriculture, je crois que le vrai problème, c'est le problème de la scolarisation, de l'éducation, et puis le problème de la formation, de la prise en compte des femmes. Vous savez, ici, sur ce plateau, je dis les femmes africaines, moi, je les adore. Hein? Et donc, si on n'est pas là... J'ai pas vu meilleur fervent militant que... Voilà, la promotion des femmes nigériennes, on n'arrivera à rien, finalement. Merci, Alfred. Dans le reste de l'actualité, le Togo ne veut plus de carburant sale sur son sol. Son importation est donc désormais interdite, une mesure qui intervient après la publication d'un rapport accablant. Explication avec Ibrahima Djoumaba. Les résidents de la capitale du Togo, Lomé, se félicitent de l'initiative du gouvernement d'importer du carburant plus propre dans le pays. Les autorités togolaises ont annoncé l'interdiction de l'importation de combustibles à haut taux de soufre auprès des fabricants européens. Des experts estiment que le soufre est responsable de problèmes de santé, y compris les maladies cardiaques, le cancer du poumon et les maladies respiratoires telles que l'asthme ou la bronchite. On doit interdire ça. C'est risquant aussi et c'est dangereux pour les populations. C'est une très bonne décision parce que les boudins là, les centres relatés causent trop de dégâts. Pour l'Organisation mondiale de la santé, les particules de soufre émises par les moteurs diesel représentent l'un des principaux facteurs contribuant à la pollution de l'air. Au Togo, plusieurs voitures ont été endommagées par le carburant toxique. Souvent, on est obligé de faire l'adaptation pour le rechanger en moteur mécanique simple, à cause du carburant gasoil simplement qu'on utilise ici. Et tout ça, là, ça fausse notre travail. En décembre 2016, un communiqué publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement a accueilli favorablement cette décision. L'organisation onusienne indique qu'elle aidera plus de 250 millions de personnes dans les pays touchés à respirer un air plus sûr et plus propre. Avec cette décision, nous allons être plus regardants et insister à ce que le gouvernement respecte cet engagement. Parce que l'une des actions, c'est de dire qu'on va prendre la décision, mais il faut aussi le faire respecter en mettant des postes de contrôle, bien des systèmes de contrôle efficaces, que ce soit au niveau du port, au niveau des dépôts et dans la distribution. Le Togo rejoint ainsi le Nigeria, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont tous d'accord sur l'interdiction d'importer des combustibles fossiles avec des niveaux élevés de soufre. Hors de l'Afrique de l'Ouest, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Maroc ont tous augmenté leurs standards de qualité du combustible ces dernières années.
Malik, le Togo vient de prendre une mesure importante. Pourtant, les carburants sales continuent d'être importés sur le continent. À qui la faute ? C'est facile de dire ça à qui la faute, mais l'État a une grande responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a une absence de normes, une absence de contrôle surtout. Vous savez, vous avez des importateurs parfois véreux qui sont capables, pour faire du profit, importer n'importe quelle substance, et là, en l'occurrence, l'essence, pour justement le commercialiser et pour avoir un profit certain. Alors que normalement, il y a des normes à respecter, et puis je dirais qu'il en va de la santé publique et aussi de l'économie du pays. Donc dès lors que vous avez ce type de problème, c'est qu'il y a eu déficience, absence de contrôle au niveau des douanes et au niveau justement de l'administration. D'où ce problème-là qui se pose actuellement au Togo. Ça se pose dans d'autres pays africains, hein. Il ne faut pas justement penser qu'au Togo. Mais je pense que cette décision est louable parce qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer à ce rythme-là. Il faut savoir qu'il y a des sociétés aussi, et là ce n'est pas faire le procès des sociétés européennes, mais profitent parfois de marchés où il y a absence de contrôle. Des sociétés aussi africaines, mais il y a aussi cette appât du gain qui amène certaines entreprises à commercialiser des produits qui sont véritablement dangereux pour la société. Parce qu'il y a absence sanitaire, absence contrôle, une administration quasiment absente, et il faut vraiment que l'État fasse attention à ces dérives-là. Alors Alfred, ce phénomène met en lumière des problèmes de négligence, mais surtout des problèmes de corruption. Ça, oui. Pas forcément, Graziella, parce que quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que toutes ces sociétés étrangères, européennes, suisses en particulier, autres, qui font dans ce carburant frelaté, s'engouffrent sur les failles des législations des États africains, au fond. Oui, c'est ça, oui. Donc, ne sont pas dans l'illégalité en tant que telles. Elles s'engouffrent dans ces failles-là. Maintenant que les États ont pris conscience de cela et commencent à revenir, à prendre des décisions, on dit chiche, aller jusqu'au bout de cette logique-là, de sorte que effectivement on ne puisse plus commercialiser ce type de produits qui nuisent à la santé des uns et des autres. Et puis on sort de la COP 21, COP 22 aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Monsieur Azaïsi. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que cette démarche vienne de la société elle-même. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui dans ces pays-là exige que les produits distribués soient respectueux des normes de santé, et ce sera le premier facteur qui permettra à ces pays de développer des législations. Aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui, c'est que la population n'est pas vraiment consciente des risques encourus. Une fois qu'il y aura une campagne de sensibilisation par rapport à ces risques, le législateur réagira de façon à pouvoir proposer des lois qui vont dans ce sens pour améliorer la qualité de ces importations et mieux les contrôler. Malik, comment expliquer quand même que depuis la publication de ce rapport, il n'y ait pas eu de mesures concrètes? On n'a pas l'impression que d'autres pays sont en train de suivre le pas togolais, par exemple. Parce qu'il n'y a pas les mécanismes efficients pour mettre en place. Il faut une législation, et Alfred avait raison. Certaines entreprises profitent de quoi? De l'ambiguïté juridique. Et c'est ça le problème. Et c'est l'établissement de normes qui fait défaut. Dès lors que vous avez cette faille sur le côté juridique et que vous ne pouvez pas condamner clairement une société qui importe ce type de produit, et là, en l'occurrence de l'essence frelatée, vous ne pouvez pas agir. Donc la base, c'est un contexte juridique favorable pour permettre justement une limitation de ces importations-là et préserver tout naturellement la santé publique. Merci Malik. C'est à présent à la fin de cette émission. Monsieur Adam Azaïsi, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes consultant bancaire et que vous intervenez auprès de différentes institutions financières et internationales dans la zone EMEA. Merci pour votre invitation. Malik, merci à vous, d'avoir été avec nous. Très gentil. Merci à vous Alfred. Mais ça a été un bonheur de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella. Bonne année encore. Et puis à mes très chères téléspectatrices, une fois de plus, je leur dis une année 2017 pétillante et splendide. Merci Alfred et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.